Bonjour Monsieur Trouillot. Bonjour à tous, bonjour Emmanuel. Alors je suis ravi, de vous retrouver, ce matin. Vous êtes professeur de mathématiques et vous êtes aussi le créateur, de Matador, aujourd'hui, vous allez nous parler du calcul mental au début du cycle 2. Alors, je vous laisse la parole. J'en profite, pour aussi rappeler que tous les participants peuvent poser des questions. Vous pouvez les poser dans l'onglet Q et R et on pourra y répondre soit au cours de l'intervention, soit à la fin, on va voir. Je vous donne donc rendez-vous tout à l'heure. Je vous laisse la Merci, parole. merci. Très heureux d'être avec vous. Bonjour à tous et à toutes. Bravo pour être, présent un dimanche matin, dès 9h30, voilà, pour parler du calcul mental à l'école. Le menu est sous vos yeux. Donc on va partir, sur une présentation, d'une certaine vision de l'enseignement du calcul. Alors en plus, on est pile poil dans l'actualité parce que, il est sorti, cette semaine, c'est tout frais, des nouveaux programmes sur le calcul, sur les maths en particulier, donc et sur une partie calcul mental aussi, donc on est vraiment dans l'actualité, cycle 1 et cycle 2. Bon là, on va parler CP principalement, mais le début de mon propos, sera un peu général dans la mesure où c'est difficile de parler du calcul mental et de rester sur un petit segment, le CP parce que, ça s'inscrit sur, et on est sur une suite de quelque chose et puis évidemment, ça va continuer longtemps, sur le primaire et donc après. Alors c'est un condensé de ce que je vous propose ce matin. Alors surtout n'hésitez pas, moi je suis pour les échanges, même en cours, donc s'il y a possibilité d'intervenir, n'hésitez pas Emmanuel, à me relayer des questions, des échanges, je pense que on est tous là pour échanger, partager des choses, des visions. Moi, je vais vous proposer une certaine vision de la relation au nombre et aux opérations. J'aime bien ce terme de relation au nombre et aux opérations, plutôt que de parler de calcul mental, même si tout le monde comprend de quoi on parle. Enfin, c'est pas tout à fait ça. Calcul mental, c'est des termes connus par tous, mais on n'a pas tous la même représentation, en fait. C'est tellement lié à un vécu personnel, et donc, on a tous une certaine vision du calcul mental et on ne parle pas forcément tous de la même chose, même si on l'appelle tous calcul mental. Donc c'est assez particulier. Et comme les choses sont en train de beaucoup évoluer ces dernières années, voilà, je vais beaucoup vous parler de relation au nombre et aux opérations. J'ai fait un petit condensé sur 1 heure à peu près, d'une intervention que je fais très, très régulièrement parce que ça fait quelques années, ça fait même pas mal, 10-15 ans que je bourlingue ma bosse un peu partout pour parler justement du calcul mental et des outils qui permettent de le faire vivre. Très souvent cycle 3, mais de plus en plus souvent cycle 2. Donc voilà, et puis évidemment ça concerne tout le monde. Et alors pour moi, c'était un peu plus difficile au tout début de parler du cycle 2 parce que j'enseigne en collège, donc je suis au cycle 3. Je me sens relativement proche de la fin du primaire. Je l'étais un peu moins évidemment du début du primaire par culture, par pratique, mais d'avoir beaucoup échangé, proposé des conférences et à force de partage et d'échanges, ma culture s'est un petit peu étoffée en termes de cycle 2 et donc voilà, on va pouvoir, aborder la question. Donc petit condensé d'une intervention qui est plus large. Alors j'ai réduit la voilure pour que ça puisse rentrer dans 1 heure. En gros, il y aura 2 temps. Je vous propose d'ouvrir un peu les fenêtres et puis de réfléchir à des questions un peu générales sur, qu'est-ce qu'on fait quand on enseigne le calcul mental? Qu'est-ce qu'on vise et qu'est-ce qu'on cherche véritablement? Et puis je vais m'appuyer aussi sur 2-3 questions d'ordre culturel qui sont très, très fortement ancrés dans nos têtes d'adultes et qui sont, je pense, des freins, parfois, ça dépasse le mot frein, ça peut aller jusqu'à blocage pour véritablement rentrer dans une vraie relation au nombre et aux opérations. Et puis la deuxième partie, et ça, je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse, c'est des outils pour en fait, l'idée des outils que je vais et les quelques outils, parce qu'en 1 heure, on va pas évidemment pouvoir balayer super large. Quelques outils qui seront, qui se veulent des réponses aux questions et aux généralités qui auront été abordées avant. Donc quelques repères, pour commencer, des repères très généraux. On est tous d'accord en règle générale, qu'on soit d'ailleurs enseignant ou pas, sur le fait que le calcul mental, c'est vraiment une clé, c'est quelque chose de central, c'est ce qui nous lie en quelque sorte intimement au nombre et aux opérations.
Donc c'est quelque chose on sait tous que c'est quelque chose de très fort, en tout cas. Et puis comme on l'a tous vécu quand on était soi-même enfant, on a tous des images, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des images, mais elles sont pas toujours positives, hein. C'est-à-dire que moi qui croise beaucoup d'adultes, que ce soit en conférence pédagogique, que ce soit dans des manifestations plus ludiques, de type, le salon de jeu, je me suis rendu compte au fil du temps, hein, parce que cette année on fête, alors j'ai un petit je suis franc-comtois et en Franche-Comté, on a eu un petit peu froid ces jours-ci et j'ai attrapé un petit rhume de je m'excuse par avance, de temps en temps, je serai obligé de me moucher. Voilà. Oui et je disais que je me suis rendu compte au fil du temps, année après année, salon, conférence, que l'image du calcul auprès des adultes était vraiment, j'irais jusqu'à dire, douloureuse pour certains. C'est une image dure parce que ça renvoie, parfois à du vécu difficile, hein, des vécus personnels scolaires difficiles. Donc ça c'est aussi une composante bah, des généralités dont on va parler ce matin. Deuxième repère très général, baisse, constatée maintenant depuis 25 ans, puisque PISA c'est 2000, donc ça fait 24 ans, voilà qu'on n'arrête pas d'entendre qu'il y a des soucis dans la relation au nombre et en calcul de nos élèves. Bon, c'est une réalité. Moi, au collège, je le vis depuis très longtemps. Les collègues du lycée le disent aussi. Moi, je pense que c'est plus général, c'est un problème de relation au nombre et aux opérations. D'un point de vue sociétal, c'est culturel, donc je vais y revenir. Les programmes actuels, alors bon, j'ai mis 3 petits points. Les 3 petits points, je les ai mis hier, hein, parce que quand je mon diaporama renvoie au programme d'avant ceux de cette semaine, que je trouvais plutôt pas mal en termes de relation au nombre et aux opérations, avec une mise, assez forte en avant de la décomposition, de la partie calcul mental, la relation au nombre aux opérations en y mettant du plaisir et du jeu, ce qu'a évoqué le rapport, Villani-Torossian de 2018 qui a donné le plan maths. Je trouve qu'il y a une impulsion intéressante sur ce plan maths en lien avec le calcul, hein. Je ne parlerai pas de l'ensemble du plan maths, mais la partie calcul me paraît très bien. Calcul mental central, l'écrit en aval, d'abord en amont le mental et puis ensuite l'écrit et puis la dimension plaisir et jeu important. Donc tout ça, moi, je partage. Triptyque manipuler, verbaliser, abstraire, qui était dans le rapport Villani-Torossian, que je fais mien, dont maintenant on parle énormément parce que c'est le triptyque de la méthode de Singapour, donc évidemment, il est connoté, mais indépendamment de Singapour, je ne parlerai pas de Singapour, ni pour ni contre d'ailleurs, le triptyque me convient très bien. Je zoome un tout petit peu plus, on se rapproche du calcul mental, c'est l'objet de cette heure. Je vais vous proposer une vision un peu personnelle, mais qui est très partagée, hein. C'est pas uniquement Éric Trouillot, qui pense ça. Le calcul mental, pour moi, c'est l'objectif. Premier objectif, c'est créer un répertoire mental dans la tête de nos élèves, puis la nôtre aussi d'ailleurs, le plus riche possible en termes de nombre et d'opérations. Et un répertoire mental, il faut qu'on définisse ce que c'est qu'un répertoire mental. Parce que, alors déjà, d'un point de vue général, répertoire mental, c'est ce que vous avez en tête, indépendamment de tout support, livre, cahier, calculatrice, ordinateur, etc. C'est vraiment ce que vous avez en vous. C'est votre bagage personnel. Alors après, qu'est-ce qu'on entend par répertoire mental? Parce qu'il faut définir un peu quand même ce qu'on entend par répertoire mental. Moi, j'aime bien l'idée du répertoire mental qui est un ensemble en fait, des liens, des réseaux, liens, réseaux. J'aime bien ces 2 termes. À l'image du cerveau. Notre cerveau est constitué de réseaux de neurones et ben, je pense que créer un répertoire mental, pour un humain, c'est établir le plus de réseaux possible, le plus de liens possible entre les nombres. Que les nombres soient liés, qu'il y ait plein de liens, de réseaux multiples et variés. Et qu'est-ce qui crée des liens entre les nombres? Ce sont les opérations. J'aime bien voir les 4 opérations, addition, soustraction, multiplication, division, comme en fait, des créateurs de liens entre les nombres. Les nombres, on peut les lier de façon additive, soustractive, multiplicative, divisive. C'est déjà une façon de sortir de ce que j'appelle la binarité de la relation aux nombres et aux opérations. Nous, les adultes, hein, et puis on transmet ça à nos enfants et à nos élèves en classe, on est trop souvent à dire à nos élèves, je dis souvent, c'est un peu une caricature, ce que j'appelle le «ça fait combien?». On est trop souvent dans le «ça fait combien?». Et le «ça fait combien?», c'est en général, tu as 2 nombres et tu veux savoir qu'est-ce que ça fait si tu fais un plus, un moins, un multiplié, un divisé. Alors évidemment, il faut faire ça parce que dans la vie courante, on est très souvent dans des situations de «ça fait combien?». Mais il faut surtout pas faire que ça en classe dans l'apprentissage de la relation aux nombreuses passions, parce que sinon on binarise et on met dans la tête, inconsciemment et on formate les cerveaux de nos enfants à l'idée que le calcul, c'est tu as 2 nombres et puis tu en cherches un troisième.
Et là, si on fait que ça, pour le coup, on crée pas trop de réseaux. C'est pas tellement créateur de réseaux et de liens entre les nombres et les opérations. Alors, je vais y revenir. Et au final, la dernière généralité dans les objectifs du calcul mental, il faut le dire, on ne fait pas du calcul mental pour le calcul mental. Le calcul mental est lui-même un outil. Enfin, en tout cas, c'est ma vision, mais je pense, et c'est pareil, elle est pas mal partagée. Le calcul mental est au service des maths et au service de la résolution de problèmes. Faire des maths, c'est résoudre des problèmes. Il faut toujours avoir ça, je pense, en tête. Et à partir du moment où on a ça en tête, eh ben, on est dans l'idée qu'on va se fabriquer un réseau, des réseaux, on va se développer ce répertoire mental. Et puis l'objectif, c'est que plus ce répertoire mental sera riche et varié, bah, plus je serai à même de rentrer dans la résolution de problèmes parce que j'aurai des repères entre les nombres additifs, soustractifs, multiplicatifs et puis après divisifs. Et donc les problèmes vont s'illuminer un peu. Il y a des petites lampes qui vont s'allumer. Alors qu'on sait très bien qu'on a beaucoup d'élèves qui, face à un problème, il n'y a pas beaucoup de lampes qui s'allument parce que le répertoire mental, il n'est pas suffisamment développé en règle générale. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça fait 20 ans, voire plus, qu'on n'arrête pas de nous dire que nos élèves français ont des problèmes en résolution de problèmes, sans mauvais jeu de mots, hein, problèmes en résolution de problèmes. Et je fais partie de ceux qui pensent que le problème majeur, c'est très souvent un défaut de répertoire mental. C'est-à-dire de liaison entre les nombres, de lien intime entre les nombres et les opérations. Et dès qu'on a ça, et ben, la résolution de problèmes, en général, s'améliore et puis ensuite, c'est un espèce de cercle vertueux. On développe le répertoire mental et puis on progresse tout doucement en résolution de problèmes. Et donc on a beaucoup travaillé sur la résolution de problèmes comme ça, de façon pas indépendante, mais en mettant pas suffisamment en avant le problème de ce répertoire mental. Oui, monsieur Trouillot, je me permets de vous poser une petite question parce que Oui. là, ça me titille. On insiste tellement sur la résolution de problèmes. Il faut en faire tous les jours. Et il faut construire des schémas avec les différents schémas de Vergniaud, par exemple, auxquels on peut penser. Et puis Mmh. finalement, là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'en fait, il faut faire du calcul mental pour faire de la résolution de problèmes alors. Bah, Ou moi, je qu'on le vois un peu apprend comme ça. la résolution de problèmes en faisant du calcul mental. Donc en fait, Oui, on fait de la résolution de problèmes si on apprend aux élèves le calcul mental. Je vous oui, un rassure. petit je vais même plus loin que ça. Moi, je pense que faire du calcul mental, mais comme je vais vous le présenter, hein, le calcul mental réfléchi avec verbalisation, échange et cetera, c'est de la résolution de problèmes, déjà quelque part. Parce Mmh mh. qu'on Mmh. va réfléchir sur la décomposition des nombres, sur comment on peut les articuler. C'est déjà un problème. Le calcul mental, par récitation de choses qu'on a apprises par cœur, hein, d'accord, je vais aussi en reparler. Mais échanger autour de procédures sur de l'additif, du soustractif, là, on est en CP, donc on va pas trop parler de multiplication, de division. Mais après, moi, la résolution de problèmes, le calcul mental que je pratique avec mes élèves au collège, c'est de la résolution de problèmes. Alors, il y a pas le cadre, il y a pas l'habillage du cadre avec évidemment le problème posé, mais je pense qu'effectivement les 2 sont intimement liés et que travailler indépendamment la résolution de problèmes sans travailler ce répertoire mental et cette création de liens entre les nombres et les opérations, et ben, à mon avis, on n'est pas dans le bon tempo. Et je pense que très, très souvent, les élèves qui sont en difficulté en résolution de problèmes, alors ça se mesure plutôt après le CP, hein, dans le parcours scolaire, primaire et secondaire. Et ben, un élève qui est en difficulté en résolution de problèmes, très, très, très souvent, il est en difficulté dans sa relation avec les nombres et les opérations et il a un répertoire mental qui est pas suffisamment développé. Voilà. La corrélation est très forte. Maintenant, oui, je serais pas franc en disant ma réponse serait pas complète si je disais qu'il y a d'autres problèmes. Après, en résolution de problèmes, il y a quand même la compréhension du texte, le cadre, la syntaxe. Il y a pas que le calcul mental, ça serait pas juste de dire ça. Mais qu'est-ce que c'est important? Un enfant qui déjà commence à avoir des liens additifs, soustractifs, multiplicatifs, les problèmes vont prendre sens. Et on a trop souvent des enfants en primaire qui sont face à un problème et leur question, c'est, ils regardent les nombres qui sont dans l'énoncé et puis ils se disent: «Qu'est-ce que je fais? Je les additionne ou je les soustrais?» C'est ce côté un peu binaire de la relation, hein, aux nombres, aux opérations. Le maître ou la maîtresse, elle attend certainement que je fasse un truc avec ces nombres. Et là, on n'est pas dans la relation et dans le répertoire mental. Donc je pense il faut faire de la résolution de problèmes avec le calcul mental. Oui, ça me paraît et je vais vous proposer
des supports qui le permettent. Alors, les supports, ce sera les outils, donc ce sera tout à l'heure dans une petite demi-heure. Là, je voudrais continuer à creuser un peu sur la dimension culturelle de notre difficulté dans la relation au nombre et aux opérations. Et il y a une il y a quelque chose qui est central. Alors, l'addition opposée que vous avez sous les yeux n'est pas en lien direct avec le CP, parce que je sais que ce matin, on est CP. Mais je vous ai dit aussi au début que j'allais élargir un peu le cadre. J'ai pris c'est une opération opposée que je prends qui, en général, elle convient en gros à l'ensemble du primaire, bon, pas le CP. Parce que, très rapidement, CE1, CE2, voilà, on va pouvoir poser une telle addition. Et puis après aussi, et puis au cycle 3 aussi, puis même après. Alors, je théâtralise quelques secondes cette opération posée pour mettre le doigt sur des problèmes qui sont très, très importants. Je suis un élève, donc imaginons CP, même si là, bon, c'est un peu ambitieux quand même. J'ai appris ça parce que, c'est quelque chose qui est bien transmis, à l'école, en dehors de l'école, les familles, les grands-parents et cetera. Il y a beaucoup de gens en dehors de l'école qui pensent que c'est le Graal, hein, les opérations posées, les techniques opératoires. On m'a appris de commencer par la droite, 5 plus 7. Alors CP, là, c'est un petit peu plus long pour moi. Je vais certainement recompter, surcompter, arriver à 12. Si je me trompe pas, je mets mon 2 en dessous de la barre, le petit 1 au-dessus de deuxième colonne. 6 et 1, 7, 7 et 3, 10. Mon 10, quand je trouve 10, je sais que je dois mettre un petit 0 en dessous de retenu en haut le 1. Je m'arrête là, hein, pour l'élève ou pour nous aussi adultes. J'affirme qu'au stade où j'en suis, cette, opération posée, là, au stade où j'en suis, j'ai déjà perdu tout contact avec les nombres de départ. En clair, il y a plus de 967 et de 35. Je calcule avec des tout petits bouts, en fait, je calcule avec les chiffres qui composent le nombre. Je ne calcule pas avec des nombres quand je pose une opération, que ça soit une addition, une soustraction, une multiplication, division un peu à part. C'est du calcul avec les chiffres qui composent les nombres et c'est très, très, très embêtant parce que ça ne fabrique pas de sens de nombre, au sens où je calcule avec des petits bouts. Je fais du petit calcul mental, hein, j'aime bien cette expression, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est relativement simple. Il y a l'illusion que je sais faire parce qu'en fait, les opérations que je fais, elles sont simples, hein. 5 plus 7, 6 plus 3 et des petites retenues à mettre, voilà. À la fin, quand j'ai fini, là, j'avais pas fini, mais quand j'ai fini, j'ai pas trouvé un nombre. Vous, adultes, c'est la même chose que pour un enfant, hein. On ne trouve pas un nombre. On a fait que trouver des chiffres qu'on a mis les uns à côté des autres, de droite à gauche, et il faut que le cerveau recompose le nombre en le relisant de gauche à droite. Là, la réponse est en 1002. Le 1002, il y a pas de 1002 au départ. C'est 2, 0, 0 et 1. Et mon cerveau me dit: «Mais c'est quoi ce truc?» «Ah oui, alors 1, les 3 chiffres, c'est 1002». Voilà et ben ça, fut un temps, alors les choses ont un peu changé, mais fut un temps, c'était un peu le Graal et donc énormément d'apprentissages, scolaires ont été axés sur les techniques opératoires, hein, ça fait 150 ans, l'école laïque obligatoire. Ça a formaté des générations d'adultes. Nous sommes tous, même tous les enseignants, nous aussi, nous sommes formatés par ce passage-là à l'école et il y a cette idée qui est un peu inscrite comme ça dans l'inconscient collectif que apprendre à calculer, c'est savoir poser ses opérations. Moi, j'affirme que pas du tout, que c'est même enfin, je vais jusqu'à dire que c'est contre-productif. Parce que ça n'a pas du tout à créer du sens de nombre. Alors pour le CP, il faudrait prendre une addition qui soit plus simple avec des nombres à 2 chiffres pour limiter la taille du résultat, mais le résultat est le même. Je vois encore régulièrement dans des livres, sur des cahiers et à l'action des enfants qui sont en CP, en CE1, qui sont en cycle 2 et qui posent des opérations, des petites additions, qu'on ne devrait jamais poser. Il y a les petites additions ne devraient pas se poser. Tout devrait se mentaliser et on devrait arriver vers l'idée du poser, quand c'est un peu nécessaire, quand, bon, c'est un peu compliqué et que ça peut avoir de sens, mais tout ce qui est simple devrait être mentalisé et la technique opératoire devrait être le bout du processus. Moi, bon, c'est compliqué. Moi, je sais que mon discours est compliqué parce que c'est clairement au programme. Les techniques opératoires sont clairement dans tous les programmes. Elles le sont encore dans les nouveaux. Par contre, chose intéressante, dans les tout nouveaux programmes qui viennent de sortir, il est recommandé de repousser les techniques opératoires à la fin de l'année. On parle de la période 4 et de la période 5. Je sais qu'il y a de plus en plus de collègues
qui repousse les techniques opératoires au CP addition à période 5 et qui ne font que de la relation aux nombres et aux opérations avec de une mentalisation et donc du verbal, je vais en parler après, pour construire véritablement une relation forte avec les nombres et les opérations. Et que, surtout, ne pas faire des techniques opératoires le Graal. Et encore aujourd'hui, ça existe, il y a encore des collègues qui très vite centrent les apprentissages sur ça. Or, si un enfant, notamment au CP, ou très, très vite, vous le mettez dans les techniques opératoires additives, et qu'en même temps, vous essayez de faire un petit peu de calcul mental, avec de la verbalisation, des échanges, l'ardoise éventuellement, on peut écrire. Les 2 systèmes, hein, technique opératoire posée et mentalisation, donc mentale, sont totalement antagoniques. Ça ne marche pas du tout ensemble. Je vais vous expliquer très simplement pourquoi. Les techniques opératoires nous obligent à fonctionner avec un système droite-gauche. Nous prenons les nombres par la droite. 7, 5 plus 6, 3 plus 9. Ce système-là est totalement antagonique en termes de sens avec le calcul mental qui, lui, est basé sur un système naturel. Le système naturel de notre relation avec les nombres, c'est un système gauche-droite. Les nombres, nous les lisons, hein, les nombres que vous avez sous les yeux, vous les lisez, vous les écrivez, vous les prononcez, vous les pensez de gauche à droite. Et d'un seul coup, à l'école, on arrive dès le CP et on va poser des opérations, addition, soustraction, multiplication, avec un système droite-gauche qui est contre nature, qui est totalement contre nature, qui n'a pas de sens. C'est la raison majeure pour laquelle nos élèves écrivent régulièrement des grosses bêtises, en dessous du trait, de l'opération posée, parce que ça n'a pas de sens. J'ai envie de dire, l'erreur est logique. Tout simplement. Parce que les chiffres que j'écris, comme je disais, de droite à gauche, les uns après les autres, et ben, ils ont pas de sens au départ, il y a pas de nombre. Donc prenez conscience, alors je sais qu'il y a de plus en plus de collègues qui c'est conscientisé ça, mais c'est pas généralisé encore. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'adultes qui n'ont pas encore conscientisé le fait que les techniques opératoires sont en fait un vrai problème pour accéder au véritable sens du nombre et des opérations et à la pratique de calcul mental qui devrait être une pratique, gauche-droite. Le véritable calcul mental, c'est gauche-droite. Alors, je vais vous donner un exemple, on va finir avec cette opération. Alors on n'est plus CP du tout là, hein. Ce serait, plutôt une addition à gérer en cycle 3 là, pour le coup. Comment je gère ça? Je mets 967 dans ma tête, si je suis un élève de CM ou de 6e par exemple, même de fin de cycle 2, hein, c'est envisageable. Je mentalise 967, voire je l'écris sur mon ardoise et je pose 35 sur 967. Façon, en commençant par les dizaines d'ailleurs plutôt, 3 dizaines, 177, je peux prendre le temps, hein, 87, 997. Je suis à 997, il me reste à mettre 5 que je peux mettre en 3 d'abord et puis 2 après pour arriver à 1000, 187 et 3000 et puis le 2 après, j'arrive à 1002 et ce 1002 là, c'est un nombre. Je l'ai calculé véritablement avec, une véritable relation aux nombres et aux opérations. Je suis parti de 967 et j'ai mis des choses sur 967. Façon booléenne. Le calcul mental, le registre du calcul mental est très proche du registre du booléen, où on pose un nombre sur le booléen et on pose le deuxième nombre sur ce premier nombre et on calcule avec des nombres. Même s'il y a un peu de droite-gauche dans le boulier, parce qu'on commence quand même par les unités et on passe aux dizaines, aux centaines. Il y a un peu de droite-gauche, mais fondamentalement, on est dans le nombre, puisqu'on les voit véritablement, on les voit. Bon, je ne vais pas trop insister parce que ce serait trop long. Pour moi, il y a un énorme problème. Il faut le conscientiser pour le dépasser. C'est la première des choses. Donc et après, il faut trouver l'équilibre entre le mental et l'écrit. Ce que je vous propose, voilà, j'affiche tout d'un coup, faut trouver l'équilibre entre le mental et l'écrit et je propose moi régulièrement maintenant je sais qu'il y a énormément de collègues qui le font maintenant, qui sont dans cet esprit-là, hein. On n'est pas encore dans la généralisation, mais ça avance très fort. Je le vois parce que je vais un peu partout en France et je vois que la culture avance vraiment. Moi, je pense qu'il faut inverser le paradigme, que depuis 150 ans, le paradigme, c'était, les techniques opératoires centrales, avec l'apprentissage de trucs par cœur comme les tables et cetera, qu'on appelait du calcul mental, mais qui était plus du contrôle de connaissances, de mémorisation et donc faut inverser le paradigme, repousser les techniques opératoires, moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il faudrait les repousser le maximum, voire s'en défaire, parce que je pense qu'à un moment donné, mais c'est un peu tôt là pour le dans quelques années, peut-être générations, je sais pas trop, on va s'en défaire. De toute façon, la société est en train de s'en défaire. Plus personne ne pose dans la vraie vie, je veux dire. Dans la vie courante, il y a très peu de gens maintenant qui posent. On a tous un truc qui s'appelle un portable ou une calculatrice
Et donc le calcul, soit on le mentalise, soit on le délègue à une machine. Mais le poser que les générations avant nous ont pratiqué, moi, mes parents en posaient, moi, je suis une des premières générations qui arrête de poser. Dans ma vie, je ne pose plus. Je mentalise beaucoup, je suis un fan de mental, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un répertoire mental, relativement pauvre et qui font presque tout avec ça. Et là, pour le coup, en termes de sens et de relation au nom, c'est très, très embêtant. Donc c'est pour ça qu'il faut développer la partie mentale, réduire la partie, technique opératoire au strict minimum pour être en phase et en accord avec les programmes de l'éducation nationale, parce on doit s'y tenir, mais vraiment repousser le curseur le plus loin possible et faire beaucoup d'écrits en ligne. Parce que l'écrit, on en a besoin. Donc ce que je vous propose, c'est d'abandonner cette idée, si vous l'avez encore, que les techniques opératoires, c'est le cœur, c'est le Graal. Non, non, c'est pas ça le Graal. C'est la relation au nom mentalisée et quand on a besoin, on écrit un peu en ligne. Ça pourrait se résumer sur, le vert, c'est le mental, beaucoup de mental avec de l'automatisé, du réfléchi, mais plutôt du réfléchi je vais en parler juste après, hein. L'automatisé étant le bout du processus, à mon sens, pour construire des faits numériques. On écrit en ligne, le maximum de choses en ligne, parce que quand on écrit en ligne, on est dans le gauche-droite et on favorise la liaison avec les nombres. Alors que dès qu'on pose, je l'ai mis à la fin, j'ai pas osé le mettre en rouge, hein. Ça aurait été un peu, voilà. Pas rouge, mais un peu foncé. Attention, ça veut dire attention technique opératoire. Bon, il faut en faire, c'est dans les programmes. Voilà, donc on peut pas s'en défaire. On est dans une période compliquée de l'histoire de l'enseignement. Moi, je pense qu'on est dans un virage, on est au cœur du virage. On est en train de comprendre de plus en plus, d'acteurs comprennent de plus en plus qu'il y a un problème avec ces techniques opératoires et qu'il faut vraiment s'en se déformater un peu de ce formatage très fort et puis aller vers beaucoup plus de mental et de en ligne, quand il y a besoin d'écrire, pour que pour que véritablement on rentre en liaison avec les nombres et les opérations. Un enfant, il rentre en relation avec les nombres et les opérations par le mental et le verbal qui va avec, hein. Le calcul mental, il faut de la verbalisation. C'est très, très, très important. C'est d'ailleurs bon, je me permets une petite parenthèse sur les programmes, les tout nouveaux programmes là qui viennent de sortir. Je les ai lus, alors c'est rapide, hein, ça date d'hier donc parce que j'ai la semaine a été très, très chargée. Donc je voulais absolument les lire avant ce matin et je les ai lus très rapidement. Il faudrait que je les reprenne pour les décortiquer vraiment de fond en comble. J'ai eu l'impression de ne pas voir une seule fois le mot verbalisation dans la partie mentale du cycle 1 et cycle 2. Si c'est ça, ça m'embête un peu, parce que là, pour le coup, le calcul mental, s'il y a pas de verbalisation, il manque quelque chose, hein. Je vais en reparler, mais c'est très, très important la verbalisation. Donc là, pour le coup, mental, c'est verbal. Ça va ensemble, parce qu'on apprend par l'écoute des autres, on découvre des procédures nouvelles, on entend des choses, on entend des erreurs qu'on va pouvoir corriger, que l'écrit permet beaucoup moins. L'écrit sacralise beaucoup plus pose les choses et puis les sacralise un peu et c'est pour ça que les opérations posées se sont un peu imposées au cours de posées, se sont un peu imposées au cours de l'histoire parce qu'elles sont faciles à lire, à corriger, mais par contre, elles ne favorisent pas beaucoup les échanges autour de la culture du sens du nombre et des opérations. Alors, deuxième petit problème, je vous ai dit que je m'appuierais sur 3 problèmes, je surveille l'heure pour bien rester dans le créneau. Bon, problème des techniques opératoires. Deuxième problème, et en lien avec les programmes et ce dont on nous parle aussi depuis des années, les automatismes. Très présent dans les nouveaux programmes, le mot automatisme, hein, vous verrez. Bon, oui et de toute façon, on va tous être d'accord sur le fait que les automatismes, c'est très important. Un cerveau humain, il aime bien avoir automatisé des choses et pouvoir s'en servir. J'ai presque envie de dire, c'est la finalité, le cerveau, c'est une de ses finalités en tout cas, d'avoir des automatismes, hein. Pensons aux premiers apprentissages de la vie, la marche, la parole, après le vélo, après apprendre à nager, enfin c'est toute une construction d'automatisme qui se fait par petites touches, par test, tâtonnement, et cetera. Moi, je pense qu'il faut faire la même chose en calcul. Les automatismes, c'est la fin du processus et il y a cette idée encore dans la tête des gens, surtout en dehors de l'école, entre parenthèses, les parents, les grands-parents, qui pensent que le calcul, c'est des trucs qu'on apprend en gros par cœur, un peu par cœur, puis qu'une fois qu'on sait des choses par cœur, on va pouvoir faire en quelque sorte du vrai calcul mental. Pour moi, c'est exactement le contraire, le calcul mental. C'est du mental réfléchi avec test, tâtonnement, échange, verbalisation, préhension, petit par petit touche, découverte de nouvelles procédures, et petit à petit, tout ça s'articule, s'organise, et les automatismes arrivent. Voilà. C'est le bout de la chaîne, les automatismes.
C'est pas un préalable, hein. On ne fait pas apprendre des choses par cœur en préalable en disant: «Bah, tiens, après vous avez appris ça par cœur, on va pouvoir faire du calcul mental». Ça marche pas bien, enfin, on le sait tous quand on est en classe que ça marche pas ça. Donc je parle encore d'une inversion de paradigme. Naturellement, je pense que le calcul mental, c'est du réfléchi, du réfléchi, du réfléchi, beaucoup de régularité et de répétition, et c'est ça qui nous mène vers les automatismes. Et puis quand les choses ont un peu avancé, bah, pourquoi pas mémoriser un peu, faire un peu de travail de mémorisation active, un peu de type par cœur, sans trop insister, mais plutôt vers le bout de la chaîne, pas en amont. Et dans cette pratique-là, il y a une place centrale pour la verbalisation, échange des procédures. On entend des choses, on apprend des choses en entendant, ce que l'écrit ne permet pas. L'écrit est beaucoup plus un acte solitaire, donc on fait des trucs qu'on sait faire, qu'on reproduit. Exemple, les techniques opératoires. Le mental, c'est on diffuse, il y a un haut-parleur dans la classe, celui qui parle met sa pensée sur un haut-parleur, et on entend des choses, et on apprend. Et on répète, il faut faire répéter, ça marche très, très bien. Enfin, moi, je sais qu'à titre perso, je suis dans cette culture-là depuis une quinzaine d'années maintenant, 15-20 ans même. Ça a changé ma vie dans ma pratique d'enseignant, et j'ai compris et j'ai vécu et j'ai vu que des nouvelles catégories d'élèves se mettaient à rentrer en relation avec les nombres et les opérations et progresser, alors que ce type d'élèves, enfermé dans des pratiques écrites, avait un mal fou à progresser. Tout simplement parce que le verbal, c'est l'apprentissage, bah, c'est la vie, hein, de toute façon. Alors, j'ai résumé ça dans une espèce de flèche. Le cœur, c'est le calcul mental réfléchi, où on va travailler, on va viser des automatismes qui seront le bout de la flèche, quoi, c'est la fin. Alors il y a les automatismes, il y a différents types d'automatismes, c'est-à-dire qu'on parle de faits numériques au CP, on va relativiser parce qu'il y a très peu de bon, les automatismes sont relativement faibles au CP, ça vient petit à petit, beaucoup après, en fait, hein. Mais ça va quand même se construire évidemment. Au CP, on va viser, ce qu'on les classiques décompositions du 10. Je vais vous en parler d'ailleurs de comment faire pour travailler les décompositions du 10. On va viser des petites constructions automatiques en passant en servant du 5, en servant du 10, du 20, et donc il y aura les faits automatisés, donc des faits numériques. Donc, exemple, 1 + 9, 8 + 2, 7 + 3, savoir que tout ça, ça fait 10. Puis tout ce qui est procédural, et ben, c'est automatiser aussi des fonctionnements de type procédure, qui vont plutôt prendre de l'ampleur vers la fin du cycle 2 et ensuite au cycle 3, où là, on va automatiser des façons de procéder qui ne seront pas forcément des faits numériques. Donc, bien comprendre que le calcul mental, il y a 2 mondes en fait, il y a le réfléchi et l'automatisé, mais que l'automatisé pour moi, c'est le bout de la chaîne d'avoir beaucoup travaillé autour du réfléchi, et ensuite, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, heu, on a tous une limite dans notre cerveau. On a une partie réfléchie, une partie automatisée, et en fait, elle est relativement simple à ressentir. Je vous donne une opération, je vous dis 6 fois 7. Vous êtes adulte, votre cerveau, il vous envoie un 42 direct là, vous avez rien réfléchi, vous avez pas reconstruit, vous avez pas que voilà, ça, c'est l'automatisé. Si je vous dis 17 fois 23, a priori, votre cerveau, il vous dit rien là, normalement, hein. Enfin, moi, le mien, il me dit rien, je sais pas, et ben, là, vous êtes dans du réfléchi, et donc là, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je décompose un nombre, je décompose 2 nombres, j'utilise des propriétés des opérations, je connais la distributivité, je vais faire des paquets, voilà. Tout plein de choses, et ça, c'est des maths. Je réfléchis, j'utilise mes connaissances, j'utilise des propriétés que je connais, et j'enrichis mes connaissances parce que si je fais du verbal, je vais entendre des choses que moi, peut-être, je n'avais pas pensé au départ, mais que quelqu'un dans la classe, heu, va penser, et ça, faut développer ça, et vous verrez si vous mettez ça en pratique, alors je vais proposer des astuces enfin des techniques pour le mettre en pratique. C'est remarquable, enfin, ça fonctionne, merveilleusement bien avec les enfants, hein. Et ils adorent ça, en plus. Une fois que les choses sont mis en place, ils adorent. Alors déjà dire quand ils ont trouvé, ça c'est une première chose, et puis il faut favoriser ça, et puis ils adorent entendre des trucs, qu'ils avaient pas prévu, quoi. Puis un enfant, quand il a trouvé quelque chose, instinctivement, puis pas qu'un enfant, des fois les adultes aussi. On pense que quand on a trouvé un truc, on a trouvé le truc, et d'entendre une procédure totalement différente, c'est là que vous allez entendre le fameux, j'en parle tout le temps, le fameux «Ah oui», hein. Quand vous entendez «Ah oui», avec cette tonalité-là, hein. «Ah oui», c'est «Ah oui», c'est «Ah oui».
«Ah oui, moi j'ai fait comme ça, mais on peut faire comme ça». Et ça, c'est très, très bon. Il y a que le verbal qui favorise ça. Vous n'entendrez jamais un élève sur son cahier en train de faire son travail écrit dire: «Ah oui» tout seul, hein. Ça n'arrive pas, hein. Le «Ah oui», c'est un truc collectif. C'est l'apprentissage collectif, collaboratif, et avec du verbal. Il faut du verbal pour entendre des «Ah oui». Il faut multiplier les «Ah oui» et en fait, l'idée, c'est que petit à petit, un élève va dire «Ah oui» une fois, peut-être 2 fois et normalement, à partir de 3-4 fois, il y a plus de «Ah oui», c'est «je sais» et «je fais» éventuellement, hein. L'étape suivante, c'est je commence à savoir, ça devient une connaissance. Après, il y a le transfert et je peux mettre ça en application. Alors, je suis allé un peu vite, donc j'ai terminé sur mon deuxième point en résumé, mais, attention les automatismes, hein, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt le bout d'un processus qui se travaille au long terme. C'est la régularité des pratiques de mental réfléchi régulièrement tout au long de l'année et ça progresse au fil du temps sur une année scolaire et on le voit sur une année scolaire. On voit des choses se passer à l'échelle d'une année. Et c'est vraiment intéressant à vivre. Mais il faut pas, et moi je suis un petit peu inquiet quand je vois des fois des progressions où on me dit, où je lis qu'à la période 1, faut qu'il y ait ça, période 2, faut qu'il y ait ça, période 3, faut heu, waouh! Alors que ce soit des repères très généraux, pourquoi pas? Mais alors que ce soit des repères sur lesquels on est à cheval, c'est absolument pas possible. Il y a dans une classe, enfin moi je le vis depuis que je suis enseignant, il y a des élèves qui sont capables de mettre en place des choses très vite, dès la première période parce que ce sont des enfants qui ont une agilité, une vivacité, une fluidité, une aisance mentale qui fait que, hop, très vite ça se met en place. Puis on sait très bien qu'il y a des catégories d'élèves qu'on ce sera dans la période 2, d'autres, ce sera dans la période 3. Et puis pour certains, ce sera vers la fin de l'année et puis pour certains, ce sera pas forcément encore acquis et il faut respecter ça parce que personne n'a encore trouvé de système miracle qui marchait, il y a que dans les livres qu'on dit que tout doit être réglé à tel moment. Donc il c'est moi ce que je crois beaucoup, c'est la régularité et la répétition avec de la verbalisation et puis des phases écrites où on institutionnalise des choses dans le cahier, en affichage, mais le cœur, voilà, c'est ça et donc voilà. Problème des techniques opératoires, problème des automatismes et je termine avec le problème, troisième problème, ce sera tout, mes 3 problèmes culturels. Le problème du ce que j'appelle le calcul mental à l'endroit. Pour schématiser, c'est ce que je vous disais au tout début, ce que j'appelle le «ça fait combien». Attention de pas toujours être avec nos élèves dans le «ça fait combien» et de régulièrement retourner l'entonnoir et de leur donner un nombre, en fait et de leur demander de le décomposer. De toute façon possible. Alors au CP, ça va être évidemment un peu limité puisqu'on sera dans l'additif et le soustractif, mais après certains vont savoir, faire avec la multiplication, peut-être même la division, mais il faut y aller doucement et ça, faut le faire régulièrement. Parce que sinon, vous allez, ce que je vous disais au tout début, binariser la relation aux nombres et aux opérations et à l'insu de votre plein gré, formater le cerveau de vos élèves vers le: «J'ai 2 nombres, je veux un résultat». Et si on veut créer des réseaux et si on veut créer un répertoire mental dans la tête d'un élève, faut régulièrement faire ce que j'appelle le à l'envers, hein. Le à l'envers, c'est ça. C'est ne pas se limiter à 6 plus 7, ça fait combien? En CP, j'ai adapté l'opération au CP, mais régulièrement l'accompagner de comment fais-tu pour fabriquer 13? Et là, vous allez ouvrir vous retournez l'entonnoir, vous ouvrez le champ des possibles. Parce que réfléchissez, si vous êtes tout le temps dans le ça fait combien, vous attendez une réponse. Vous êtes avec votre classe, 6 plus 7, ça fait combien? Vous attendez que vos élèves, sur leur ardoise, ils écrivent 13 et puis qu'ils montrent 13. Et c'est pas 12 et c'est pas 11 et c'est pas 14. C'est 13. C'est binaire. Alors comment faire? Mais surtout pas que ça. De façon à ce que de temps en temps, vous dites 13, c'est quoi? Et là, vous allez ouvrir et vous allez entendre des choses originales et vos élèves vont aimer ça. 13, c'est plein de choses. Donc ça va permettre de travailler les décompositions additives du 13, qui va nous rapprocher des décompositions du 10, par exemple, au CP. Et puis, il faut mettre du soustractif. Alors, il y en a qui vont au début, ça va patiner très fort, mais il y en a qui vont après, ceux qui se débrouillent un peu mieux, ils vont y prendre goût parce qu'ils vont chercher des trucs un peu originaux, hein. 20 moins 7, ça va être 25 moins 12. Et ça, c'est sur la régularité de l'année, hein. Au début, ça patine, hein. Moi, en sixième, c'est avec les 4 opérations, je vous assure que ça patine au début, hein. Mais après tout le monde y arrive, plus ou moins bien pour la division, par exemple, mais tout le monde y arrive sur l'additif et le soustractif. Et puis ça se complique un peu sur le multiplicatif et le divisif. Mais faites ça
Un rituel très simple, régulièrement, vous leur donnez un nombre à vos élèves, ils prennent l'ardoise et vous leur demandez de le décomposer sous la forme d'une addition et puis d'une soustraction. Et puis on regarde les ardoises et on en entend plusieurs, hein. Faut verbaliser pour entendre plusieurs, et on casse le binaire. 13, et ben c'est 6 plus 7. Il y en a un qui va dire: «Ah ben moi c'est 8 plus 5». C'est vrai? On demande aux autres de: «Ah oui, oui, c'est bon, c'est vrai». C'est quoi encore? 9 plus 4, voilà, 10 plus 3. Donc on va ouvrir et là, on fabrique des réseaux. Là, vous rentrez dans le répertoire vous créez du répertoire de nombres pour vos élèves et vous ne vous limitez pas à du «ça fait combien» qui ne fabrique pas de réseau. Et pour le coup, alors je le dis toujours parce que c'est important, si vous faites ça, là, vous êtes complètement dans l'esprit des programmes, vous travaillez la décomposition des nombres. Donc là, c'est clairement à fond on est à 100 dans les programmes. Alors que sur ce que je disais au tout début sur les techniques opératoires, là, je sais que je marche toujours un peu sur des œufs parce que je peux pas dire, «Ne faites pas de technique opératoire» puisque c'est dans les pro Oui, je vous remercie beaucoup et je vois, des collègues qui sont, dans l'onglet discussion et qui, du coup, ça fait du lien avec ce qu'ils peuvent déjà aussi mettre en place dans leur classe, notamment, par exemple, la fleur des nombres qui permet ah, de décomposer, parfait, un nombre, de top, différentes manières ou simplement faire le nombre du jour sur l'ardoise et puis essayer de trouver les différentes top, décompositions. Donc en fait, il y a déjà des rituels et donc c'est bien, ça vous permet aussi de conforter et ouais, d'asseoir vos choix pédagogiques que vous faites oui, déjà peut-être. oui, Donc, voilà, merci pour votre, pour, vos apports et pour compléter, les propos, de monsieur Trouillot. Merci beaucoup. merci. Oui, alors la fleur du nom, c'est top. Le nombre du jour, c'est fabuleux. Il faut vraiment généraliser ça parce que alors là, on est à fond dans ce que je suis en train d'expliquer et ça crée en plus, le nombre du jour et la fleur, ça permet alors la fleur, hein, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est, on met un nombre dans le cœur de la fleur et puis petit à petit, on va rajouter des pétales tout doucement autour de la fleur qui sont des décompositions qui permettent de fabriquer le nombre qui est dans le nombre du jour qui est au cœur de la fleur. Et ça, c'est génial parce que alors là, pour le coup, vous fabriquez des réseaux. Là, vous faites du réseau, vous fabriquez des réseaux de nombres, vous créez des liens et puis vous créez du répertoire mental. Et ça, faut le multiplier, faut généraliser ça et après je vais vous dans les jeux, j'arrive aux jeux là tout de suite et les techniques et ben, vous allez pouvoir, faire vivre ça avec des outils éventuellement ludiques. Pour terminer sur mes généralités, je me suis permis un petit écran pour ceux qui sont intéressés de bibliographie, voilà, si ça vous intéresse. Le livre que j'ai mis en photo est une, pépite. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. C'est un bouquin canadien, édité par les éditions Chenelière. «Développer la fluidité en mathématiques» pour le cycle 2. Alors là, pour le coup, CP, CE1, il est absolument génial. Il y a tout un travail sur la mentalisation de la relation au nombre en travaillant les décompositions et de toutes les formes de décomposition qu'il peut y avoir pour travailler justement le calcul mental en classe est vraiment très, 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 très bien. J'avais jamais lu de choses aussi passionnantes sur le cycle 2 en tout cas. Et puis, Rémi Brissot, le regretté Rémi Brissot, incontournable. Premier pas vers les maths, c'est lui qui m'a vraiment mis l'accent très fort sur le travail sur les décompositions. Donc le à l'envers, hein, ce que je vous expliquais juste avant, le à l'envers, c'est dans l'esprit, moi je me situe vraiment dans le prolongement de l'esprit Brissot. L'importance du travail sur la décomposition des nombres, servir de ses doigts en maternelle, du matériel, de type réglette cuisinière, jetons et cetera. Tout ça permet de travailler la relation au nombre, hein, de la manipulation et et la décomposition. Alors, les outils, pour rester dans le tempo, alors, rapide, le diaporama, le jeu et puis des sites et des logiciels. J'ai laissé cahier bordage, j'aurais pas dû laisser, c'est des cahiers, j'en parlerai pas ce matin, c'est des cahiers que j'ai produits, sur le calcul mental, mais il y a pas le CP, donc j'ai oublié de l'enlever. Voilà. C'est pour après. Ça viendra peut-être d'ailleurs. On est en projet de créer des cahiers de calcul mental aussi pour le CP pour l'année prochaine. Le diaporama, déjà. Je commence par le diaporama. Ce que vous voyez défiler ce matin, c'est un diaporama. Je pense que le diaporama est un fabuleux outil technologique. Alors, il faut juste avoir un ordi, un vidéo ou un TBI dans sa salle de classe. Si vous avez pas, évidemment, c'est embêtant. Maintenant, ça commence quand même à se généraliser. C'est un outil fabuleux pour mettre en scène la verbalisation dans la classe et accessoirement se créer une petite progression annuelle
de situations mentales que vous allez pouvoir utiliser ensuite au fur et à mesure dans les années suivantes. Vous en créez un ou 2 ou 3 par semaine. Des petits diaporamas. Au CP, il faut que ce soit petit, de 10 minutes, 15 minutes maxi, et vous allez pouvoir mettre des situations de calcul mental réfléchi qui vont alors avec du visuel, parce qu'au CP, évidemment, il y a le problème de la lecture et de l'écriture. Ça peut être très visuel, en y mettant des photos de type, maths en vie, par exemple, où vous allez avoir des situations visuelles et que vous pourrez vous, accompagner de questions, en les verbalisant et puis en les écrivant petit à petit au fur et à mesure que l'année de CP avance. Mais c'est vraiment un super outil et je vous ai mis quelques exemples de situations qu'on peut faire, pour le cycle 2 et le CP particulièrement. Donc, ils peuvent avoir l'ardoise, ils peuvent avoir du matériel pour manipuler et puis la question s'affiche en vidéo et on laisse quelques secondes de réflexion et puis après, on lève la main qui veut donner sa réponse et on rentre éventuellement dans des échanges et la verbalisation devient, naturelle et c'est vraiment un super cadre pour faire des situations de calcul mental. Alors je vous ai mis quelques exemples que je propose régulièrement. Récite dans ta tête les nombres qui manquent et écris-les sur ton ardoise. Alors à lire s'il y a un problème d'écriture pour les enfants, hein. 5, 10, 15, on peut travailler les régularités, hein, parce que la liaison entre, comptage et puis calcul, elle est très, très proche. Donc là, 5 et puis numération, 5, 10, 15, on laisse un petit moment. Ceux qui pensent avoir retrouvé mettent les noms sur leur ardoise, ils lèvent la main et puis il y en a un qui donne sa réponse. On se met d'accord avec les autres, on affiche la réponse, on est d'accord, c'est tout bon, on passe à une question suivante. C'est un cadre pour mettre la verbalisation en place. 18 plus 5, hop, avec un visuel, une photo, 18, bonbons et puis d'un côté, 5 de l'autre et puis donc la question, posée en mental, verbalisée en parallèle. Un petit moment de recherche, ils ont l'ardoise, ils peuvent prendre du matériel s'ils ont devant eux, ils peuvent écrire, mais ils ne posent pas, parce que je vois dans certains bouquins, écrits, hein, parfois estampillés éducation nationale, des choses posées de ce genre-là, hein. C'est bon, de moins en moins, mais ça m'arrive encore de temps en temps de voir un 18 plus 5 posé. On est bien d'accord que ça n'a absolument aucun sens de poser 18+5 parce qu'en plus ça met en place une retenue 8+5. Il y a un 13 qui arrive, on ne sait pas d'où, faut mettre un 3, le 1 au-dessus là. Ça n'a aucun sens. 18+5, c'est mentaliser. Je casse 5, en 2 et 3, hein, je fais 20 et puis hop et ça, faut petit à petit le faire verbaliser par les élèves. Au début, ça sera forcément dur, ne vous interdisez pas vous de verbaliser en accompagnement, et de solliciter d'autres, possibilités. Le top, c'est qu'il y en ait 2 ou 3 pour que tout doucement on arrive à et puis en parallèle, pourquoi pas institutionnaliser de l'écrit, cahier et affichage, type, fleur des nombres, nombre du jour et cetera. Alors, mettre la réponse quand ça a été verbalisé dans la classe. Faire des diaporamas qui soient en lien avec le nombre du jour, avec la fleur, vous voyez? Et c'est facile à faire un diaporama, hein, d'accord? L'intérêt du diaporama, c'est que ça lie visuel et auditif. C'était écrit tout à l'heure. On est à la fois en lien le cerveau est en double, connexion. Alors en CP, évidemment, il y a le problème de la lecture, c'est vrai pour après, hein. Au cycle 3, c'est fabuleux parce que vraiment, il y a du visuel et il y a de l'auditif. Visuel, on lit, auditif, on échange. Réalisation après. La réponse vient toujours de la classe, explicitation et puis moi je l'affiche et puis de temps en temps, quand il y a un truc que j'ai envie de faire apparaître, je le fais apparaître. Voilà, c'est la moitié, c'est 5 parce que, ben, le double de 5, 5 plus 5. Alors après il y aura éventuellement le 2 fois 5, qui fait 10. Faites de l'approché, ne faites pas forcément toujours de l'exact. 19 plus 13 et c'est quoi le résultat le plus proche? C'est très, très ça crée du sens de nombre, la proximité d'un résultat approché. Alors là, la plupart des élèves vont chercher à calculer 19 plus 13 et puis ensuite à chercher celui qui est le plus proche, hein, parce qu'après ils apprendront, mais au CP c'est un peu tôt, ils apprendront que 19 c'est proche de 20, 13 c'est proche de 10 et qu'on peut aussi faire 20 plus 10. Mais tout ça favorise en fait, le diaporama, c'est pour favoriser les échanges dans la classe. Alors, il y a je vous montre un diaporama CEA avec, Bordas, on a fait des progressions de calcul mental et il y a des diaporamas qui sont téléchargeables et récupérables, hein. Vous pouvez les récupérer. Je vais vous mettre des liens où vous pourrez d'ailleurs télécharger des diaporamas. Alors voilà l'exemple d'addition posée qui doit se mentaliser, mais pardon, j'ai dit une bêtise, d'addition posée, d'addition en ligne et formation, vous voyez? Qui ne doit surtout pas se poser, parce que le 15 plus 15 posé, ne donne pas un 30. Le 15 plus 15 posé, il donne un 0 puis un 3 avec, 1 et 1 et 1
et donc ça se recompose en 30. Là, le 30, il doit venir avec, 5 que je mets sur 15 et puis, le 10 que j'ajoute après ou le contraire, hein, entre parenthèses. Bon, les diaporamas sont un peu habillés. Bon, voilà, il y a un peu de vie autour des questions. Donc là, inciter sur le «je pars de 15 et j'ajoute 15» pour faire un vrai gauche-droite. Hein, le calcul mental, encore une fois, c'est gauche-droite. Et puis ils sont habillés en aval, où vous avez de la visualisation quand c'est possible et puis de l'écriture, en ligne et du vocabulaire. Alors, vous pourrez télécharger, alors ça, j'ai oublié de le dire au début, le diaporama, je vous le laisserai à disposition. Donc je vous le renverrai après, Emmanuel, hein, et puis vous pourrez faire circuler les diaporamas. Intéressant pour les liens, parce qu'évidemment, il y a des liens cachés là. MathMental, c'est un logiciel qui est en ligne que vous pouvez retrouver, c'est mathmental.net. J'ai mis les diaporamas Bordas parce qu'ils sont téléchargeables et utilisables, à souhait. Il faut juste se créer un compte avec son mail pour pouvoir les télécharger, et puis le premier lien, c'est des diaporamas faits par une circonscription de Bretagne, de l'Andivisio, où il y a des super diaporamas sous forme de Padlet, notamment CP, CE1 aussi, jusqu'à CM2, que vous pouvez récupérer. Donc voilà, c'est des liens que vous pourrez utiliser pour la classe. Donc en résumé, le diaporama, c'est pour moi un espèce de fil conducteur pour créer une progression annuelle. Moi, je le vis comme ça maintenant, hein. C'est 20 ans que je suis dans le diaporama, donc c'est mon cœur, moi. C'est carrément mon fil rouge, j'articule tout autour de mes diaporamas. C'est devenu au départ, c'était un petit truc que j'ai commencé à faire petit à petit, puis petit à petit, sans l'avoir d'ailleurs conscientisé et théorisé en amont, c'est devenu carrément mon fil conducteur. Et c'est vraiment un super outil pour créer un cadre structuré pour les échanges dans la classe. Les Canadiens qui utilisent ça parlent de, bavardage mathématique. J'adore ce terme-là, hein, ils appellent ça des bavardages mathématiques, et c'est vraiment ça. On échange, pour moi maintenant, les élèves, ils savent que quand il y a un diaporama, on va parler, voilà, et on écrit très peu, voire pas du tout. Voilà. On peut écrire et des fois, on va retenir des choses, on va les écrire, puis des fois non. Ça va dépendre. On peut faire les 2, hein. Dans les diaporamas, vous pouvez avoir un prolongement, heu écrit que vous avez envie de garder, institutionnaliser un truc et cetera. Puis il y a des fois, il y aura des diaporamas, il y en aura pas forcément besoin. Voilà, deux à 4 diapos. CP, moi, je pense que vous pouvez faire des diaporamas avec 2 ou 3 slides, hein, ça peut suffire. Moi, je monte à 6 en 6e, mais bon, voilà, l'attention est pas la même, et cetera. Et vous pouvez articuler plein de choses autour des diaporamas. Je vous assure, c'est très confortable. Alors, je voudrais terminer, normalement, le temps est bon, il me reste, quelques minutes. Quelques jeux, 2 ou 3, pour que, vous ayez des supports qui permettent de mettre en activité ce que je vous ai expliqué avant. Et puis, il faut que le calcul, ça soit un truc qui soit, associé à plaisir et attractif. Et ça, c'est la puissance du jeu. Alors, il y a des jeux qui sont fabuleux, alors, il y en a plein, hein, et ceux dont je vais vous parler, évidemment, la liste n'est pas exhaustive, il y en a que 2 ou 3. Il y a énormément de jeux maintenant. La difficulté, c'est même de sélectionner. Petit conseil que je vous donne, sélectionnez des jeux, pas forcément ceux que je vais vous proposer, ça va vous donner des idées, mais si vous en avez et puis que vous les aimez, surtout gardez-les. Mais par contre, si j'ai un conseil à vous donner, n'en sélectionnez pas trop. Moi, je suis pas fan des collègues qui, changent tout le temps de jeu. Je suis plutôt fan de on a un jeu, il est bien, il est intéressant. On le travaille un moment pour que les élèves se l'approprient et qu'ils puissent progresser et intégrer des choses et mentaliser des progrès. Parce que si on change tout le temps, on favorise plutôt ceux qui sont déjà un peu à l'aise et ceux qui sont fragiles et un peu en difficulté, eux, ils ont besoin qu'on pose un moment les choses pour que ça s'organise dans la tête. Voilà. Alors, 3 jeux, Shut the Box, Duo, principalement Shut the Box et Duo. Matador, voilà, je vous en parlerai un peu parce que j'en suis l'heureux papa, mais je vais vous proposer une toute petite adaptation pour le CP. A priori, c'est pas un jeu CP, Matador. C'est plutôt un jeu cycle 3, fin cycle 2. Mais pas dans le jeu tel qu'il est à sa base, il est pas CP. Par contre, Shut the Box et Duo, alors là, pour le coup, oui, on est complètement CP. Alors, Shut the Box, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissez déjà. Je vous ai mis un lien il y a un blog sur le site Matador où vous avez une cinquantaine de jeux, et donc les jeux dont je vais vous parler, ils sont représentés sur le blog. Donc vous retrouvez des photos, des liens, si ça peut vous aider. Surtout, voilà, c'est fait pour ça, n'hésitez pas. Voilà le jeu Shoot the Box. Alors je l'ai, j'avais prévu de l'amener aussi à côté de moi sur l'ordi, mais je fais tomber les dés, mais c'est pas grave. Donc je l'ai amené en vrai, comme ça sera encore mieux. Voilà la photo. Donc c'est un jeu où, on est 4. Je vous proposerai un truc pour jouer en classe sans savoir forcément le jeu, donc c'est quand même très pratique.
C'est un jeu fabuleux pour travailler les décompositions des premiers nombres entiers, notamment les décompositions du 10. Je m'explique. Quand on commence à jouer, celui qui commence, celui qui est devant, par exemple, lance, il y a 2 dés dans le jeu. Donc je lance les 2 dés. Là, sur la photo, j'ai un 4 et un 2. Je totalise. On est tous ensemble, on joue ensemble. Le total fait 6. On est tous d'accord, on a vérifié. C'est moi qui joue. Donc là, je vais pouvoir vous montrer parce que c'est sur la photo. Alors moi, j'ai ceux-là. Je monte un peu, évidemment, pour que vous voyez. Je peux relever tout ce que je veux. Vous voyez, les targets, elles se relèvent, hein. C'est ce qu'on voit pas sur la photo, évidemment. Le but du jeu, c'est de relever ces 10 targets. Je gagne si j'ai relevé mes 10 targets. C'est ça l'objectif du jeu. Mais là, c'est à moi de jouer. Je peux relever dans mes 10 targets ce que je veux, mais ça doit faire un total de 6. Donc, je peux relever le 2 et le 4, parce que j'ai fait 2 et 4. Je peux relever le 6, parce que ce total fait 6. Évidemment, au début, je suis CP, je vais pas forcément penser à relever autre chose que ça, hein. Alors, imaginons que je relève le 2 et le 4. Je suis un élève moyen de CP, je commence à jouer, je découvre le jeu. Donc le voisin joue, celui d'en face joue, celui-là joue, ça revient à moi. Imaginons, je refais 2 et 4. Hasard, probabilité faible, mais je ne peux plus relever le 2 et le 4. Alors, je peux relever le 6. Mais imaginons que le jeu est déjà un peu avancé, et puis que j'ai relevé le 6, et j'enlève au hasard, hein, je mets le 8, puis le 7, voilà. Et je refais 4 et 2. Eh ben, je ne peux plus relever tout ce qui est relevé. Donc, vous avez compris, Shut the Box oblige le joueur, à l'insu de son plein gré, à rentrer dans la décomposition du nombre qui est face à lui. Donc ici, en l'occurrence, 6. Et il y a un moment donné, mon cerveau doit me dire, mais là, j'ai 5 et 1, et 5 et 1, ça fait 6. Donc, je peux relever ces deux-là. Et si j'y pense pas au début, comme on est en jeu, quand on joue, on verbalise. C'est pour ça que le jeu, c'est sympa, c'est parce qu'il y a de la verbalisation naturelle. Je vais l'entendre, mais il y en a qui vont me dire, bah si, tu peux faire 6, hein. Il y a évidemment que tu peux faire 6. Ah oui, le 5 et le 1. Voilà. Et ben, vous avez compris l'esprit du jeu. Et si vous jouez, il faut jouer régulièrement, hein, un petit coup de temps en temps, régulièrement chez The Box. Vos élèves vont naturellement fabriquer les décompositions et automatiser les décompositions du 10 notamment, parce que c'est eux qui vont les fabriquer. C'est un jeu de à l'envers. Là, on n'est pas dans le ça fait combien, on est dans le 6 c'est quoi. Donc là, on est clairement dans ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça, c'est un jeu fabuleux, Shut the Box. Est-ce qu'on Vraiment peut aussi fabuleux. utiliser les décompositions, sous forme de soustraction du coup? Alors, Là, dans est-ce les qu'on avait variantes, 9 moins 3 par exemple? ouais, 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 ouais. Alors, le jeu en lui-même, au départ, il est additif. Mais dans les variantes, il y a plein de collègues maintenant qui me parlent de Shut the Box, ils mettent le soustractif. Pourquoi pas le multiplicatif? Voilà. C'est des variantes. On peut très bien imaginer étendre le jeu. Et pourquoi pas, bien sûr. Moi, je pense qu'au début, faut faire simple, additif, et puis petit à petit, et c'est peut-être même les élèves qui vont à un moment donné vous en parler. Mais oui, il faut pas s'interdire le soustractif. Et c'est un jeu, alors moi, ça fait 10 ans que j'en parle, donc maintenant j'ai beaucoup, beaucoup de retours de collègues de CP. Donc n'ayant jamais eu de CP, je ne l'ai pas vécu à titre perso, mais j'ai des retours enthousiastes, mais enflammés parfois de collègues qui me disent: «Mais c'est un jeu incroyable». Les élèves attisent effectivement les différentes positions des nombres entiers jusqu'à 12, parce que là, voilà, on ne va pas dépasser 12 puisqu'on peut faire 6 et 6 au maximum, mais la décomposition devient naturelle et ça, c'est très, très fort. Alors, petit conseil, vous pouvez jouer en classe sans avoir le jeu. Il vous suffit d'avoir des cartes, des jeux de cartes. Vous prenez un jeu de 52 cartes et le plateau de jeu, si vous n'avez pas le plateau de jeu pour jouer en classe, et ben, là, les 10 targets qui sont là, vous mettez les 10 trèfles 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Là, vous mettez les 10 piques de 1 à 10, les 10 carreaux et les 10 cœurs. Et donc, avec un jeu de 52 cartes et 2 dés, vous avez forcément 2 dés qui traînent quelque part dans une salle de classe, et c'est pas possible qu'il n'y ait pas 2 dés qui traînent quelque part. Et ben, vous avez un jeu. Et si vous avez 5 jeux de cartes, de 52 cartes, et 10 dés, et ben, vous faites jouer une classe en créant des petits îlots. Et ça, je vous conseille, il y a plein de collègues qui le font maintenant et qui disent que c'est absolument extraordinaire. Moi, je pense que c'est même un rituel, alors à l'échelle de la semaine, c'est-à-dire faut le faire toutes les semaines à un moment donné, faire un petit passage par Shut the Box. Et vos élèves, ceux qui sont en difficulté, petit à petit vont rentrer dans les décompositions du 10. Et la puissance du à l'envers qu'on retrouve sur Shut the Box, qu'on retrouve sur les 2 jeux dont je vais vous parler après, Matador, c'est le même esprit à un niveau supérieur. C'est à force de décomposer que finalement on retient les compositions. C'est-à-dire que vos élèves, à force de décomposer le 10, le 9, le 8, et cetera, eh ben, ils vont finalement retenir que 1 plus 9, 8 plus 2, parce qu'ils l'ont fabriqué eux-mêmes. Et le cerveau, il a besoin de faire des allers-retours de à l'endroit et de à l'envers.
Si vous faites que du à l'endroit, comme ça c'est longtemps fait, dans l'école française où on apprenait des trucs par cœur et puis on faisait du à l'endroit, ça se stabilise pas bien pour certains élèves. Certains élèves apprennent, ceux d'ailleurs qui en général vivent, dans leur milieu familial, social, des jeux où il y a du jonglage avec les langues, mais ceux pour lesquels il y a pas de répertoire mental fabriqué dans le cadre social et familial et culturel, et ben ceux-là, ça n'imprime pas quoi. Le à l'endroit n'imprime pas naturellement. C'est le à l'envers qui permet d'imprimer le à l'endroit. En tout cas, c'est du vécu, hein. Maintenant, testez. Ce que je vous conseille, c'est tester. Il y a un lien, on peut jouer en ligne, il y a un shut the box en ligne. Alors on joue tout seul, donc c'est moins sympa parce que la verbalisation est très, très importante. Et puis, je vais faire rapidement parce que je vois qu'on est déjà au bout, on a 1 heure. Duo. Alors, lien sur le blog, comme ça vous le retrouverez. C'est un jeu de compter bon. C'est du shut the box un peu amélioré, un peu à peine plus compliqué. Parce qu'on va être dans, shut the box, on est dans ce que j'appelle le duo parce qu'on fabrique un nombre avec 2, hein, il y a 2 dés. Et c'est l'esprit duo, parce qu'il y a aussi l'esprit trio, mais l'esprit trio, ce serait plutôt fin cycle 2 et cycle 3. Non. Donc duo, c'est fabriquer un nombre cible avec 2 nombres. Et le cadre de jeu n'est pas le même que shut the box, hein. Il faut prendre un petit nombre cible puisque, avec 2 nombres, on peut pas prendre des très grands nombres, sinon ça ne fonctionnerait pas. Le cadre du jeu, c'est ça. Alors, là, vous avez devant vous une grille du jeu Trio. C'est un jeu, voilà, qui existe sous cette forme-là, alors qui existe plus qui est plus édité par Ravensburger. Il y a un autre éditeur suisse d'ailleurs qui le diffuse, voilà. Et moi, je l'ai détourné. J'ai détourné Trio que j'utilise en cycle 3 et en 6e depuis, 25 ans. Je l'ai détourné pour le cycle 2 en duo. C'est-à-dire que la cible, au lieu de la fabriquer avec 3 nombres, Trio, là, normalement, c'est 3 nombres voisins et alignés, alors horizontaux, verticaux, en diagonale. Et là, on va jouer à duo. Fabriquer 13 avec 2 nombres voisins dans la grille. Donc, par exemple, 6 plus 7 au bas, voilà. Les 2 rouges, là, 6 et 7, ça fait 13. Donc, si vous vidéoprojetez une grille, duo au tableau, vos élèves cherchent, ils ont l'ardoise. Et quand ils ont trouvé, au bout d'un moment, il faut les faire venir au tableau et entourer. Ce que je fais avec les trios, ça, c'est génial. Ils entourent. Alors là, ils vont entourer le 6 et le 7. Il a trouvé un duo. Il y en a un autre qui va venir entourer le 9 et le 4 en bas à droite, là. Hop, un autre duo. Vous allez pouvoir entourer dans la première ligne, la dernière colonne à droite, un 8 et un 5. D'ailleurs, il est vertical puis il est horizontal d'ailleurs, hein. 8 et 5 et puis 8 et 5. Et des duos, il y en a plein dans la grille. Et là, encore une fois, vous allez casser la binarité du calcul mental à l'endroit. C'est la puissance du à l'envers. Il y a plein de réponses. C'est pas binaire. C'est pas je sais ou je sais pas, hein, j'ai trouvé, j'ai pas trouvé. Il y a plein de solutions. Donc les élèves dédramatisent les maths parce que le drame un peu justement du à l'endroit, c'est j'ai trouvé ou j'ai pas trouvé. Puis si j'ai pas trouvé, ben, c'est pas bien, quoi. C'est pas bon. Je suis mal à l'aise. Et si on développe ça, si ça se multiplie, c'est comme ça on a fabriqué des générations de gens bloqués parce qu'il y a un moment donné, ils ferment les volets, ils ferment les rideaux, quoi. Ça marche pas. Le à l'envers, tout le monde va trouver. C'est puissant. Ça crée de la puissance dans la relation au nombre et aux opérations parce qu'on va trouver plein de trucs. Après, on en trouve un, puis on en trouve 2, puis on peut en trouver 3, vous voyez? Et jouer à duo, alors, grille un peu chargée, c'est le jeu en entier, hein, il y a 49 jetons dans le jeu trio. Alors pour moi, ce que je vous propose au CP, c'est de réduire la taille de la grille, qui est un peu chargée, je pense, pour le CP. Voilà ce qu'il faut. Et on peut se fabriquer des grilles. Maintenant, les collègues se mettent à fabriquer des grilles. Je vous ai mis, voilà la grille, c'est moi qui ai mis le 12 en dessous. Je vous laisse découvrir. Là, imaginons, on est des CP, on a 12 à fabriquer et on doit prendre des nombres voisins dans la grille. Il y en a plein. Alors, j'ai fait la grille qui va bien avec 12, hein, mais après, c'est un boulot justement, de création de grille. Et vous pouvez ça peut être un rituel hebdomadaire. Toutes les semaines, vous pouvez jouer 1 ou 2 fois à duo. Et avec Shut the Box. Ces 2 jeux-là, vous verrez, c'est des pépites pour moi, hein. C'est vraiment des pépites. Là, alors vous avez 6 et 6 en bas à droite, vous avez un 8 plus 4 en horizontal tout en haut, vous avez un 7 plus 5 vertical à gauche. J'ai même mis du multiplicatif. Ceux qui savent un peu multiplier, qui savent faire des paquets, 2 paquets de 6 en diagonale, là, les 2 oranges, et ben ça fait 12 ça. Et là, c'est là que vous allez entendre des ah oui dans la classe. Ah oui, alors 2 paquets de 12, c'est comme 6 et 6. Ah bah oui. Ça s'écrit différemment. Là, c'est 6 plus, on peut même mettre le plus sur la grille, hein, pourquoi pas. Et puis, on peut même mettre le fois en diagonale, 6 fois 2. Et puis 3 fois 4, qui est en vertical,
Enfin, vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez la puissance de Duo. Combiner Duo et Shut the Box, là, ces deux jeux-là, ça, pour moi, c'est des pépites pour le CP, quoi. C'est vraiment, c'est des choses qu'il faudrait même institutionnaliser. Faudrait carrément les mettre dans les programmes, si vous voulez, pour créer du. Alors, je vais passer parce que je vois que le temps va déborder. Sinon, Trio, bah, c'est cycle 3, c'est la même chose avec 3 nombres. Donc, j'avais prévu de vous en parler, mais on va être trop long. Je passe sur le 31. Je voudrais juste vous montrer. Alors, il y a du jeu en ligne. Vous pouvez aller sur Duo et Trio en ligne. Duo, c'est le site de Micef, micef.fr, qui génère des grilles de duo. Donc, très intéressant. Grille 4-4, 5-5, etc. Où trouver Trio? Eh ben, vous récupérez mon diaporama et puis vous aurez des liens comme ça qui sont dedans. Et juste une photo de Matador pour le cycle 2 et 3. Voilà, c'est du compte bon un tout petit peu plus difficile. C'est Canopé qui est le grand éditeur et diffuseur de Matador. Et voilà, je vous montre une situation pour le CP. Puis je terminerai là-dessus parce que sinon je vais déborder. Là, vous avez une photo. Le nombre, on va prendre comme nombre cible le dé à 20 faces. Dans Matador, vous avez 5 dés. Je vais les amener en grande taille. Ça, c'est des dés que vous pourriez récupérer pour la classe. Je trouve sur le net, hein. Ça, c'est un dé à 20 faces. Donc, il va jusqu'à 20. D'accord? Et là, vous l'avez sur 12. Donc là, on le lance en classe. Et la cible, c'est ce dé-là. Donc la cible, c'est 12. Donc on va être un peu plus dur que Shut the Box et Duo, parce qu'on va avoir 4 nombres là. Parce qu'après, on lance les 4 dés blancs. Vous avez un dé à 12 faces. Alors, je vous l'ai amené en gros. Celui qui est sur 5, là, en bas de l'écran, c'est un dodécaèdre. Il est donc sur le 5. C'est comme si, voilà, il était comme le 5. Et vous avez le cube, vous avez un octaèdre à 8 faces, et puis un tétraèdre. Je ne les ai pas amenés, ils sont dans mon bureau ou dans une autre pièce. Et vous avez le 1. Donc vous avez 5, 8, 4, 1. Et l'objectif, c'est de fabriquer 12. Donc là, on est un peu plus compliqué que Duo et Shut the Box parce qu'il y a plus de choix. Qui dit combinatoire dit complexification, d'accord? Mais là, bon, l'intérêt de faire une photo, c'est qu'évidemment, j'ai un peu choisi les nombres. Le 12, il y a plein de façons de le faire, hein. Il y a 8 plus 4, et puis il y a 8 plus 5 moins 1. Et vous pouvez même mettre, pour inciter les élèves à faire des calculs un peu compliqués, mettre des points sur les opérations. Donc, si on fait une addition, on gagne 1 point. Si on fait une soustraction, on gagne 2 points. Donc, ça va les inciter à faire des soustractions. Puis ceux qui savent, après, ils peuvent faire des multipliés pour faire 3 points. Donc là, si c'est faire, alors le 12, bon, bah là, j'ai pas de multiplication directe, mais si je sais faire 4 fois 5, par exemple, si je sais faire 4 paquets de 5, ça fait 20, et puis que j'enlève 8, bon, là, c'est compliqué, hein. Je sais que pour un élève de CP, on est déjà dans du haut niveau. Mais là, on a fait 1 fois et 1 moins, et si on met un système de points en place, vous voyez, on va mettre 5 points pour pouvoir fabriquer le 12. Alors que si j'ai fait 8 plus 4, 12, j'ai gagné 1 point. Je parlerai pas du divisé par 1 parce que là, au CP, ça serait exagéré. Parce qu'après, il y a la division, hein. Quand on joue au cycle 3, il y a des points sur les divisions. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Là, si on prend tous les dés de Matador, il y a la cible qui grandit, hein, parce que la vraie cible, c'est sur des dés rouges. Et puis, on a 5 nombres. Et là, le dé à 20 faces que vous avez en bas à gauche, c'est un nombre outil. Alors que dans la situation d'avant, je vous proposais de prendre le dé 20 faces comme un nombre, comme le dé cible. D'accord? Pour une situation intermédiaire à Matador. La situation naturelle de Matador, c'est celle-là. C'est une cible sur les 2 dés rouges, un nombre à deux chiffres. Donc, on est entre 0 et 100. 0 et 99. Et puis, on a 5 nombres outils. Évidemment, ça complique vraiment la situation. Voilà. Piste numérique, calculatrice, fabuleux, plein de jeux pour le CP, il y a plein de choses vraiment très, très bien. Jeux maths et une très, très riche. Matador Chrono, si vous voulez tester Matador en numérique, eh ben, il y a une version numérique gérée par Canopé qui s'appelle Matador Chrono, qui est utilisable au CP. Le début de Matador Chrono, les premières situations sont possibles en CP. Le blog Matador, vous aurez une cinquantaine de jeux présentés qui sont pour la classe et que vous retrouverez de Shotbox, Duo et puis Matador et d'autres. Et puis je termine juste une petite conclusion. Dans vos pratiques mentales, vous avez compris, mettez de la régularité. Bon, ça en général, tout le monde, tout enseignant met de la régularité. Les diaporamas peuvent vous aider à faire de la régularité structurée sur l'année avec l'idée d'aller vers une progression annuelle. Mettez de la répétition. Le jeu est un bon support de répétition. Si vous jouez toutes les semaines à Shut the Box, à Duo, bah, c'est génial. C'est de la répétition qui va vous apporter du répertoire mental pour vos élèves.
N'oubliez pas la verbalisation, c'est souvent le parent pauvre des pratiques mentales, en France et en Occident. On n'est pas assez verbal sur la partie calcul. On est trop à l'écrit, on s'est fait piéger par l'opératoire, je pense vraiment avec le recul, on pense de plus en plus que l'histoire nous a un peu piégés. Puis on sait aussi, on est un peu quelque part un peu responsable. Mais quand je dis on responsable, c'est pas coupable, hein, c'est vraiment, c'est parce que les techniques opératoires avaient du sens pendant des générations et que maintenant elles en ont moins et qu'elles sont pas très productives de sens, voilà. Et puis, installer, du jeu, vraiment. Enfin, il faut absolument du jeu pour le côté, relation amicale avec les nombres. Et si vous mettez tous ces outils-là en place avec une forme de régularité dans les pratiques mentales, moi je fais le pari, en tout cas je le vis à mon niveau et puis plein de collègues aussi, c'est que le développement du répertoire mental s'accompagnera d'une mesure de progrès de vos élèves en résolution de problèmes. C'est lié, c'est intimement lié. Et donc, on travaille la résolution de problèmes de façon très forte si on travaille beaucoup le répertoire mental, qui est une sorte, j'aime bien le terme de caisse à outils, pour la résolution de problèmes. Un élève qui a un répertoire mental très riche, très, très, très souvent, il est plutôt bon en maths et en résolution de problèmes. Alors, il y a toujours des exceptions, mais vraiment, ça va très, très, très souvent ensemble. Et puis ça le contraire est souvent vérifié, difficulté en résolution de problèmes, souvent des défauts de répertoire mental. Voilà, bon, je sais que j'étais un peu rapide sur la fin, mais je voulais absolument rester dans les délais. Je crois que c'est à peu près bon. On a un petit moment, si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition pour y répondre. Et puis j'aurais que le diaporama, alors donc je pourrais vous le faire passer et je ne sais pas sous quelle forme, mais vous pourrez le récupérer. Vous pouvez même m'envoyer moi j'ai mon adresse mail, je suis de Besançon, j'ai voilà mon adresse mail académique, donc je le renvoie régulièrement après mes conférences sous forme de WeTransfer, par exemple, collectif. Donc s'il y a des collègues si ce matin vous m'envoyez un mail, je vous renvoie dans les 48 heures, mon diaporama. Oui Et et puis merci pour nous, votre attention et c'est à vous de calculer et de jouer maintenant. merci beaucoup, monsieur Trouillot d'avoir pris le temps, ce matin, de nous partager avec, passion et enthousiasme, vos propos. Tout à fait, pour le diaporama, aucun problème. Si vous me l'envoyez, moi je l'enverrai exactement avec le lien du replay. Donc comme ça, les, collègues qui, assistent à la conférence et ceux qui, n'ont pas eu la chance d'y Ça marche. assister et verront le replay, auront accès au diaporama avec tous les liens. Donc ça, soyez rassurés sur cette partie-là, on Super. transmettra bien et puis j'ai déjà eu des demandes, hein, dans le chat évidemment pour avoir les liens. C'était vraiment, vraiment passionnant. Alors je vois que le temps, est passé vite, mais c'est très bien et je voulais, simplement vous poser une question, hem, que Blandine, se demandait. Pour des élèves qui, sont déjà formatés, on va dire, avec, des techniques opératoires, qui ont vraiment cette habitude, comment est-ce mais par contre qui ont un répertoire mental plus faible. Comment est-ce qu'on peut faire pour, inverser la vapeur? C'est une fabuleuse question. C'est une question centrale. Moi, je pense que dans ce qui nous occupe ce matin, au CP, le formatage, il ne peut pas être très fort. Il est forcément encore léger. Le formatage, par contre, est très, très fort au cycle 3 et pour les adultes, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'adultes, enseignants ou non enseignants, qui lorsqu'ils font ce qu'ils appellent eux du calcul mental, ne font pas du calcul mental, mais posent des opérations, mais en fait font du calcul posé dans leur tête. Il y a beaucoup d'adultes qui posent dans leur tête les additions, les soustractions. Alors pour déformater, eh ben, moi alors c'est vraiment l'expérience et la pratique d'une vingtaine d'années, c'est c'est pour renverser la vapeur, faut faire énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mental. Le diaporama, je dois dire, m'a énormément aidé parce que moi, je fais maintenant 1, 2 diaporamas par semaine. Donc, on installe une culture mentale des échanges et de la verbalisation. Et quand on pratique ces diaporamas où il y a des échanges, où on entend des choses, moi, j'insiste toujours très fort. Je dis à mes élèves, attention, ne pose pas dans ta tête, hein, parce qu'au début, même mes sixièmes sont tous tentés par poser dans leur tête. Et ils découvrent que pour faire l'addition de tout à l'heure ou un 137 plus 42, ben, on n'a pas intérêt à poser dans sa tête que c'est bien plus simple de mettre le 40 sur le 130 et puis de mettre le 2 avec le 7. Et donc, c'est par là, c'est de convaincre aussi. C'est la preuve par l'action aussi, quoi. Il faut convaincre. Et puis petit à petit, il faut du temps parce que le déformatage prend du temps. Et ce que je mesure dans la durée, c'est que ceux qui résistent le plus longtemps au déformatage sont en général ceux qui sont en difficulté forte
et qui se raccrochent aux techniques opératoires parce que c'est un peu la bouée de sauvetage et en fait ne s'en détachent que ceux qui tout doucement commencent à arriver à construire des nouvelles branches auxquelles ils peuvent se raccrocher et puis, tout doucement lâcher la branche principale, sur laquelle on a tout construit. Bon, bah, je vous remercie, beaucoup, pour, tout ce que vous avez partagé avec nous, aujourd'hui.